Le départ, il n'était pas prévu, en fait, parce que je ne voulais pas partir. Le problème, c'est qu'à l'OM, il y avait un président, je ne l'aimais pas. Je ne connaissais aucun joueur, tu vois. C'était d'acier. Et il y avait des récalcitrants à l'arrivée de Deschamps? Ouais, quelques-uns, pas beaucoup, hein. C'était minoritaire, mais voilà, c'était Marseille, quoi. Mais il faut savoir qu'il y avait PSG qui me voulait à ce moment-là. Ah ouais, ça c'est incroyable, ça. Le PSG a voulu te recruter. Là, je vois des flics arriver, tout ça, machin. À partir de tout ça, ils me mettent directement en garde à vue. Sans t'expliquer ce qui se passe. On va m'expliquer ce qui se passait. Salut tout le monde, c'est parti Call Interview avec Mamadou Niang. Ça va être un truc de fou, mais surtout, on n'hésite pas à s'abonner pour continuer à supporter le projet, s'il vous plaît. Seulement 70% des viewers de Call Interview sont abonnés, et ça, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Comment ça va, Mamad? Tu vas bien? En pleine forme, ça va très bien. Bon, je viens de le dire à Mamad en off, mais pardonnez ma voix, je parle du nez parce que je suis en plein dans le Covid là, je l'ai chopé il y a 2 jours. Donc je souffre, mais je suis avec vous quand même. En pleine forme. Mamad. Ouais, t'es beau, Bon, hein. Je vois, t'es beau, t'es en forme, t'es Je te pose bien. pas la question parce que tu me dis que tu as le Covid. Ouais, non, moi je suis pas bien. Moi, je t'avoue, je suis dans le mal depuis 2 jours. Je suis comme un bébé, ma meuf, elle en peut plus. Mais j'essaie de rester fort. J'essaie de rester fort. Ça va. Et toi, t'es en forme, hein. T'es beau, t'es bien, hein. En forme, champion d'Afrique, donc tout va bien. Ah, ça y est, ça commence. Le mec, il n'est même pas installé, il a même pas enlevé ses chaussures, il est déjà en train de se la raconter. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on est bien là. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un beau titre et vous le méritez, largement. Bah, On va en parler d'ailleurs de la Sénégal sélection. le mérite. Alors dis-moi, sauf si je saute une étape qui est vraiment importante et sur laquelle il faut s'arrêter. À 3, tu fais tes gammes, tu es prêté à Metz. Juste dis-moi, dans quel contexte est-ce que tu es prêté à Metz? Est-ce que c'est toi qui est à l'origine de ce prêt-là ou est-ce que c'est un conseil qu'on te donne? Non, même pas. Même pas. J'arrive à 3 cette saison-là. Enfin, on était en janvier. Mhm. Début janvier, c'était la trêve hivernale. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive, qui s'appelle Farouk Axibejic, ou je sais pas, je me rappelle plus de son nom. De toute façon, je m'en fous de lui. Il arrive au club et on était en stage à Clairefontaine. Bon, il y a des joueurs qui ont été se plaindre de moi apparemment parce que je n'étais pas assez efficace. En gros, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'en gros, la situation dans laquelle l'équipe elle était, c'était parce que je manquais d'efficacité. En gros, presque c'était de ma faute. Tu vois, alors qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Ouais. Même si je ne marque pas assez, il y en a d'autres qui sont là pour marquer. Et ce n'est pas de ma faute si on prend des buts non plus. Mais ils ont voulu, pour faire se bien montrer par rapport au nouvel entraîneur, dire que oui, mais Mamad n'a pas été efficace, c'est un peu grave à cause de lui. Donc l'entraîneur, il vient me voir. Et je me rappelle, on sortait d'un match amical contre Créteil, où il me met en remplaçant sur ce match-là. Il me fait rentrer à 20-30 minutes de la fin. On perdait 1-0, je rentre, je mets doublé. On gagnait 2-1. Et à 5 minutes de la fin, je me blesse, grosse entorse. Grosse entorse, je vais faire mes soins, je vais voir le kiné de Clairefontaine et tout ça. Donc je retourne dans ma chambre, j'étais avec Karim Ziani en chambre. Il me dit, il vient dans ma chambre, il me dit, moi je pensais qu'il allait venir me dire, ouais, comment tu vas, nanani, nanana, machin. Mais il vient, il me dit, alors ta cheville, je dis, ouais, ça va, c'est douloureux, mais ça va et tout. Il me dit comme ça, hein, mot pour mot. Bon, bah, de toute façon, je comptais pas trop sur toi pour le reste de la saison. Donc voilà, je vais me dire que si avec ton agent, vous avez une solution de sortie, ça serait mieux pour toi parce que tu joueras pas en deuxième partie. Et moi, tu vois, on aurait pu attendre, tu vois, quelques jours, laisser passer quelques jours. Mais là, je viens de me blesser il y a 3-4 heures. Je suis dans ma chambre, Ouais, je suis au fond du trou. Tu viens, tu m'annonces ça dans la chambre. Même Karim Zani, il était comme ça, les yeux comme ça. Je lui dis, OK, tu vois, c'est votre choix, et puis j'accepte. Et puis il sort de la chambre comme ça. Donc je savais que voilà, j'allais pas jouer sur la deuxième partie du championnat, mais voilà, moi dans ma tête, il fallait que je me soigne. Donc je pensais pas trouver un club, nanani, nanana. Mais juste derrière, il y a Jean Fernandez qui m'appelle avec Metz. Jean Fernandez qui se déplace directement. En fait, il m'a même pas appelé. Il se déplace à 3 et il m'appelle, il me dit, il veut me rencontrer. Et je lui dis, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Vous me dites quand vous êtes sur 3 ou machin. Et puis il me dit, ah non, je suis déjà sur 3. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, je t'attends tout de suite, je suis à l'hôtel. Je dis, bah écoutez, j'arrive. Et il était venu avec sa femme. Et de là, on discute. Il me dit, écoute, moi, je te veux tout de suite, blessure ou pas blessure, tu vas venir, tu vas te soigner chez nous. Et puis voilà, je sais que truc. Je lui dis, bah laissez-moi le temps de réfléchir. On discute pendant 1 heure. Hein. Moi, je lâche la brèche, tu vois. Ouais, bien sûr. Je réfléchis, j'étais avec mon pote, on réfléchit, tout. Je dis, bon, écoute, de toute façon, si je reste à 3, je ne vais pas jouer autant que j'ai avec Metz. Et puis en plus, Jean Fernandez s'est déplacé jusqu'ici, il m'a montré qu'il me voulait vraiment. Donc voilà, c'est peut-être un bon choix pour moi. Et je l'appelle, il était 21h. Hein. Et je lui dis, OK, j'accepte. À 4h du matin, il avait envoyé une voiture en bas de chez moi pour me récupérer, pour m'amener à Metz. Il n'a pas perdu de temps. J'ai dit, attends, laisse-moi Incroyable. faire mes valises au moins, tu vois.
Non, 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 tu viens, tu dois te soigner, tu dois faire truc, mais prends un sac rapidement et tu viens. J'ai dit, Waouh. bon, bah, ok. Et puis, c'est comme ça que je suis parti à Metz. Il t'a fait une meilleure cour que ta meuf. Ouais, je te jure. Mais par contre, c'est difficile, hein, parce que c'est un entraîneur qui est dur, quand même. Ah ouais? Mais il est juste. Il est dur, mais il est juste. Parce qu'il est important dans ta carrière, hein, Jean Fernandez, quand même. Il est important dans ta carrière. Tu le retrouves après à l'OM, mais on va pas spoiler, mais quand même, tu le retrouves après à l'OM. Et finalement, à Metz, ton passage, il est très correct. Vous jouez la montée et vous obtenez la montée. Tu fais 15 matchs, 6 buts, si je dis pas de bêtises. Mm. Toi, tu sens que tu évolues, parce que tu vois, on te reprochait, par exemple, ton efficacité à 3. Tu sens que tu évolues ou que c'est juste comment dire, le joueur que tu étais déjà, mais juste que là, on t'a fait confiance? Non, 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 je sens que j'évolue et je sens que je suis plus professionnel, en fait, parce qu'il m'a appris la rigueur. Parce que lui, même à l'entraînement, c'est un match, hein. Même Ouais. les taureaux, tu dois être à 100%. Et ça, j'avais jamais connu ça, tu vois. Après les entraînements, ils t'appellent, comment tu vas, comment tu te sens, il faut que tu te reposes et tout. Tu vois. Putain, on m'a jamais fait ça, tu vois. Hmm. Même à la fin des entraînements, même l'après-midi, ils t'appellent, ils te demandent de faire ta sieste, il faut que tu te reposes, tu sais, tu sais. Tu souci de moi, tu vois. Ouais. Voilà, tu dis, bon, vas-y, je vais apprendre de lui, je vais apprendre de comment il travaille, tout ça. Et quand tu donnes tout pour lui, Jean Fernandez, il donnera tout pour toi, tu vois. Ouais, c'est un peu comme ça que tu marches en plus, toi. Ouais, c'est un peu comme ça que je marche, mais après, c'est aussi le fait de. On était en Ligue 2, mais on avait franchement une grande équipe et je me sentais trop bien dans cette équipe-là, tu vois. Hmm. Je voulais même rester, moi, parce qu'après, Metz voulait me garder, mais finalement, ils n'ont pas pu parce que Troyes demandait beaucoup trop d'argent. Donc voilà, je me sentais très bien à Metz à l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais te demander si tu avais eu la possibilité de rester. Alors, Metz, ça se fait pas. Tu as d'autres propositions? Oui, 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 j'ai d'autres propositions. J'avais eu notamment Guy Lacombe à Sochaux. Ouais. Oui, il y avait Monaco, il y Ah, c'est des il gros y clubs, avait hein? West Ham. Ok. La chose qui a fait la différence, en fait, c'est le discours d'Antoine Camboré Mhm. qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, moi, je compte sur toi, tu vas débuter la saison, titulaire, tu vas jouer. Et voilà, et moi, c'est le temps de jeu qui a primé sur tout le reste. Tu D'accord. vois, moi, je voulais jouer. Ouais, bien sûr. Et dans le football, ça va très vite, parfois on t'oublie même, tu vois. Donc Mhm. moi, ma priorité, c'était de jouer. Et du coup, là-bas, tu joues. Ça se passe bien. Strasbourg, ça se passe plutôt bien. On sent même dans ton jeu, on sent qu'il y a une tranquillité. Je ne sais pas si c'est l'effet Comboiré, je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir du temps de jeu de manière presque assurée chaque week-end, mais là, juste avant qu'on s'appelle, je me faisais les compilations de tes buts à Strasbourg. Ça va. Ils sont pas dégueulasses, tes buts à Strasbourg. Franchement, c'était impressionnant. Est-ce que toi, quand tu arrives, ou dans ton évolution à Strasbourg, tu sens qu'il y a un déclic qui se met en place? Non, déjà, je l'avais senti mais c'est avec Jean Fernandez, je l'avais senti. Mais quand je suis arrivé à Strasbourg, limite, je suis arrivé dans ce club comme si j'en faisais toujours partie. Et moi, je suis arrivé en retard parce que j'étais avec la sélection Mhm. au mois de juin. Donc, je suis arrivé, eux, c'était en stage déjà. Moi, je les ai rejoints en stage. Quand je suis arrivé, ils m'ont tout de suite, mais trop bien accueilli. Mais Mhm. tous, hein. Tous comme si je faisais toujours partie de cette équipe. Tu sais, d'habitude, quand tu arrives dans un club, tu mets toujours quelques jours un peu à Ouais. trouver tes marques. Mais là, d'entrée à Strasbourg, dès le premier jour, ils sont tous venus vers moi, tu vois. Ils m'ont tout de suite accueilli les bras ouverts. Il y avait Habib, il y avait Daniel Boya, il y a eu des joueurs comme Yassine Abdesaki. En fait, ils sont venus à moi. C'est pas moi qui ai été vers eux. Et D'accord. tout de suite, je me suis senti à l'aise. Dès les premiers jours, Antoine, au lieu de me laisser dans les mains du préparateur physique pour me remettre en forme, tout ça, Mhm. Antoine Camboré était toujours là l'après-midi. Même quand j'étais Mhm. tout seul avec le préparateur physique, il assistait à mes séances. Il me donnait Wow. des conseils. Il était là avec le ballon. Quand c'était séance avec le ballon, ce n'était pas le préparateur physique qui le prenait, c'était lui. Et D'accord. ça me montrait que j'étais important pour lui, à ses yeux, Ouais. tu vois. Et tout de suite, ça m'a mis dedans. Wow. Il y a Mevlut Tadin que j'avais eu aussi comme ça en interview qui me disait qu'en bas, quand il voulait quelqu'un, il faisait une cour de dingue. Mais là, ce que tu me dis, ça me confirme que c'est quelqu'un de vraiment impliqué dans son travail, mais aussi par rapport aux personnes avec qui il travaille. C'est pas juste des Ouais, joueurs, c'est vrai, c'est vraiment des personnes. non, mais lui est comme ça avec tous ses joueurs. Hein. C'est toujours dit, moi, Antoine Camboré, ça a été comme un deuxième père pour moi. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Et même, j'ai failli même quitter le club quand lui s'est fait virer Mhm. du club. Hein. Mhm. Ça a été très dur pour moi parce que j'avais l'impression qu'il s'était fait virer à cause de nous, à cause de moi, à cause de plusieurs choses, tu vois. Mais je me sentais fautif quelque part. Donc, Ouais. après tout ce qu'il m'avait apporté, je m'en voulais en fait. Je m'en voulais par rapport à ça et j'étais dégoûté au moment où il s'est fait virer de Strasbourg. Ok. Quand tu signes à Strasbourg, parce que je ne vais pas m'arrêter sur toutes tes stats enfin, ceux qui ne connaissaient pas forcément, qui ne suivaient pas la Ligue 2, aux yeux du grand public, c'est là que tu pètes avec 63 matchs, 25 buts, si je ne dis pas de bêtises.
Quand toi, tu arrives dans ce club-là, est-ce que tu le prends comme un tremplin? Franchement, pas du tout. Moi, dans ma tête, à l'époque, il n'y avait pas de ces histoires de tremplin, ces histoires de trucs, machin, nan, nan, nan. Mhm. Moi, quand je vais à Strasbourg, c'est parce que déjà, je sais que je vais dans un club de Ligue 1. Oui. Je sais que je vais jouer. Bon, au final, tu es gâté parce qu'à Strasbourg, tu joues. Il y a la déception du départ d'Antoine Comboiré qui finalement est digérée parce que tu restes malgré son départ. Alors, l'idée de partir, comment est-ce qu'elle naît en toi? Non, l'idée de partir de Strasbourg, ça s'est fait franchement en fin de saison. Fin de saison, il y a Jean Fernandez qui me contacte Mhm. Il est à et Marseille. qui me dit qu'il signe à Marseille D'accord. dans ses négociations avec Marseille. Le seul joueur qui veut emmener avec lui, c'est moi. Donc, Ok. est-ce que ça m'intéresserait? Et je lui dis, bah, bien évidemment, déjà, c'est un honneur que vous pensiez à moi et que je vous accompagne à Marseille. Marseille, voilà, c'est Marseille, quoi. Mais il faut savoir qu'il y avait PSG qui me voulait à ce moment-là. Ah ouais, ça c'est incroyable, ça. Le PSG a voulu te recruter. Bah, j'étais en discussion avec le PSG avant même Marseille. Je savais même pas ça. Tu as déjà dit quelque part ça? Je savais même pas ça. Ouais, on n'a pas beaucoup qui le savaient, tu vois. Non, mais j'étais en discussion. J'ai même rencontré PSG, le Paris Saint-Germain, avant de rencontrer les dirigeants de Marseille. Et c'est parce qu'il y a cette approche-là de Jean Fernandez, c'est que c'est Marseille que tu y vas? Ou il y a un truc qui fait quoi avec le PSG? Le truc qui s'est passé avec le PSG, c'est que quand je les rencontre, ils m'envoient Alain Roche et Boubacar Sarr. Je ne sais pas si tu te D'accord. rappelles, c'était un des adjoints du PSG à l'époque, et on Ouais. discute. Et voilà, c'était les premiers échanges avec le club que j'ai eu. Et voilà, non, mais derrière, Marseille, directement, Pape Diouf était président, et ils envoient directement Pape Diouf. Moi, j'étais encore en sélection, et Mhm. Pape Diouf se déplace jusqu'au Sénégal pour me rencontrer. Wow. Je me rends à l'hôtel, on discute, et puis voilà, après, il m'a convaincu direct. Ça s'est fait en 2 jours, en fait. Ouais, mais l'OM aussi, ils envoient Pape Diouf. Comment tu peux dire non à Pape Diouf? Ah ouais, ils ont réglé le débat. Ah, C'est incroyable ça a que été ça. direct. En 2 jours, ça a été. C'est incroyable que Pape Diouf il vienne te voir au Sénégal. C'est incroyable. Merci pour la petite anecdote. Je t'avoue, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Bon, Marseille. Alors, pour Marseille, j'ai des questions parce que je t'avoue, je te l'ai dit en off, mais moi, je suivais plus le Paris Saint-Germain. Donc, déjà, ça me met une claque ce que tu me dis parce que j'aurais aimé quand même compter au PSG, mais c'est pas grave. Ça sera restant entre nous. Mais tu vois, du coup, je me suis renseigné un petit peu parce que moi, j'ai des souvenirs de ton arrivée à Marseille. Quand tu signes, je trouve qu'il y a, dans les matchs qui suivent, il y a des critiques très rapidement sur le fait que tu n'aies pas forcément les épaules ni le rendement pour être un joueur de l'OM. Alors, quand on met tout ça avec la pression qui va dans le foot à Marseille, avec tout ça et la pression que toi, déjà, tu te mets naturellement par rapport à l'étape que ça représente dans ta carrière, décris-moi, si tu dois me décrire en un mot ce que tu retiens de tes premiers mois à Marseille, c'est quoi? En fait, le bon et le moins bon, hein, en un mot, c'est difficile à décrire, mais la déception. Ah, La déception, parce que quand je signe à Marseille, au début, ça marche très bien. ouais, Je marque beaucoup de buts en Coupe Intertoto. ouais. Début de saison qui est largement honorable. Et je me blesse à Saint-Etienne. Grosse entorse. Mhm, Grosse entorse. Je vais passer des IRM, tout ça. Ils me disent 3 mois. Trois mhm. mois d'arrêt. Mais à l'époque, le coach n'avait pas d'attaquant. Le seul attaquant qu'il avait, c'était Sergio Coquet. D'accord. Il lui-même se blesse derrière. Au bout de 2 semaines, il se blesse à l'épaule. Grosse Ok, entorse sur l'épaule, il ne peut plus jouer. Donc moi, d'accord. j'étais en soins. Il vient me voir, il me dit ah non, il faut que tu joues, il faut que j'ai besoin de toi. Attends, t'es un guerrier, je t'ai pas connu comme ça à Metz. D'habitude, tu serrais les dents. Tu vois, c'est pas le Mamad que je connais, machin et tout. Je suis passé de 3 mois d'arrêt Mhm, à un mois, même pas, un mois et demi d'arrêt max. Ça fait, ok, j'ai joué, ma cheville était encore comme ça, tu vois. J'allais sur le terrain, je mettais un strap limite, j'avais un plâtre au pied, et ouais. je courais, je boitais, mais je serrais les dents pour lui, tu vois. Donc, je me devais de lui être redevable. Je ne pouvais Mhm, pas être rester comme ça en soins et voir que lui, il est en difficulté avec l'équipe parce qu'il n'a pas d'attaquant. Donc, j'ai joué. Les 3 derniers mois, j'ai joué comme ça avec ces grosses blessures qui me tapaient dans la tête, qui me faisaient horriblement mal. ouais. Et j'ai joué. Et ça se ressentait sur mes performances. Mhm, Mais il me faisait jouer encore parce qu'il n'avait pas le choix, il n'avait pas d'attaquant. ouais. Donc, arrive la trêve hivernale, je me soigne. Ensuite, il y a la CAN en Égypte. Mhm, Je vais à la CAN. Pendant la CAN, il recrute Maolida et Pagis. ouais. Et je reviens de la CAN, il me met sur le banc, sans aucune explication, sans rien du tout. Et il me Ouais. regarde pendant moins 1 mois et demi, 2 mois. Et j'ai beaucoup de colère parce que j'aurais aimé déjà qu'ils prennent ma défense. Quand les journalistes tombaient sur moi en disant oui, mais pas performant, ici et ça,
moi, pour moi, il connaissait les raisons pour lesquelles j'étais moins performant. Mhm. J'aurais aimé qu'il prenne ma défense. Au lieu de ça, il ne me disait rien. Mhm. Quand il a recruté les deux attaquants derrière, il m'a mis sur le banc, il ne m'a pas dit un mot. Ouais. Et j'ai regretté parce que dans ma tête, je me dis, tout compte fait, tu aurais dû être égoïste, penser à toi, refuser de jouer et soigner ta blessure. Et revenir à 100% parce que tu as voulu l'aider, jouer en étant à 50% et derrière, regarde, ça retombe sur toi. Et Ouais. j'avais beaucoup de colère par rapport à ça, tu vois. Il y a un tabou dans le foot quand un joueur joue blessé ou il y a un tabou par rapport à ça? Est-ce que Non, ça envoie parce une que mauvaise image à l'entraîneur de dire bah je l'ai fait jouer blessé? je sais pas, c'est un tabou à l'époque, je sais pas, parce que même si tu joues blessé, à partir du moment où tu as décidé de jouer, tu dois assumer. Ouais. Faut pas dire après derrière, ouais, mais j'ai joué à 50%. Là, c'est des fausses excuses. Si tu es à Mhm. 50%, ne joue pas. Sauf Ouais. que là, la situation, elle était différente. Là, l'OM n'avait plus d'attaquants, donc il avait besoin de moi. Donc j'ai fait sacrifice de jouer en n'étant pas à 100%. Mais je ne dis pas qu'il aurait dû expliquer le pourquoi du comment, mais juste prendre ma défense. Tu Ouais. vois, il ne l'a pas pris à ce moment-là, et puis voilà. Mais bon, derrière, après, au bout de 1 mois, 2 mois, quand j'ai ciré le banc, il est revenu vers moi en me disant, il me dit il me demande comment je me sentais. Ça faisait 2 mois qu'il ne m'avait pas demandé ça. Ouais. Je me sens très bien. Il me dit, ça y est, tu as bien récupéré. Je lui dis, très bien récupéré. Il me dit, écoute, on joue Nantes samedi, j'ai envie de te faire jouer. Mais est-ce que tu peux jouer à gauche? J'ai dit, même si tu mets dans les buts, je joue. Moi, je veux juste jouer. Moi, arrête de me dire à gauche, à droite, à droite, à gauche. Moi, je veux juste jouer. Moi, même où tu veux, je joue. Il me dit, bah, ok, bah, tu joueras à gauche. Donc, on a travaillé toute la semaine sur mon positionnement excentré gauche, pardon. Mhm. Et le samedi, on va à Nantes, on gagne 3-1, je mets doublé. La semaine d'après, on joue Nancy, je remets doublé. Et après, de là, c'est parti. De là, c'est ce que j'allais te dire. De là, tes stats à toi, personnelles en tout cas. On sent que tu es en évolution non-stop quand tu es à Marseille. Tu sais? Bah, de là, je suis plus sorti de l'équipe. Et de là, voilà, j'ai progressé petit à petit. Mais Ouais. après, moi, tu as vu, moi, c'est à un moment donné, tu sais que voilà, tu as des gens qui arrivent comme Ribéry, comme Nasri, comme Djibril Cissé, c'est les internationaux français. Tu sais que si tu veux jouer, tu ne dois pas trop lâcher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que tu sais très bien qu'eux, ils partent déjà avec une petite avance sur toi. Ils jouent en équipe de France. Donc voilà, ils ont un statut quelque part. On a beau dire ce que tu veux, même si tu es international sénégalais, tu restes un international sénégalais. Mhm. Le statut, il est moindre qu'un international français. C'est la vérité. Il faut arrêter de se voiler la face. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, il faut que je Mhm. travaille pour ne pas sortir de cette équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Et t'as pas de doute. Alors, c'est vrai, ok, je sens que je vais me faire taper sur les doigts quand je vais dire ça, mais tu es à Marseille, d'accord? Donc, c'est un grand club de France. C'est pas un tremplin, c'est un club incroyable pour toi pour évoluer là chaque week-end, chaque semaine. Mais quand tu vois qu'il y a des renforts comme Djibril Cissé, comme Nasri, dans toute ta période, tu vas connaître les Ben Arfa, tu vas connaître beaucoup de monde qui arrive. Jamais tu te dis, j'ai envie d'être le numéro un dans un autre club, peut-être à l'étranger. Tu t'es dit, pourquoi pas tenter ailleurs? Non, sur les 2 dernières années, à aucun moment j'ai douté parce que je savais que j'étais numéro un. Dans l'esprit de l'entraîneur, je savais que j'étais numéro un devant. Que, Et avant ça, jamais. Même avant les 2 dernières années, avant, avant ça, avant jamais. ça, non. Avant ça, j'avais pas cet état d'esprit-là. Tu vois, je me suis dit, il faut toujours que je me batte pour jouer, Hmm. etc. D'accord. Mais après ça, je dirais même dès la venue de Guéret, Ouais. ça y est, pour moi, j'étais numéro un contesté Ouais. en tout cas en attaque. Et pour répondre à ta question, si l'occasion s'est présentée pour moi d'aller en première ligue, bien sûr, elle s'est présentée, et même d'aller en Liga. Voilà, mon rêve, oui, ça aurait été de jouer en première ligue, mais j'ai refusé parce que les propositions que j'avais pour aller là-bas, ils ne me proposaient pas plus que ce que j'avais déjà à Marseille. Ouais. Je suis dans un club où je me sens très bien, dans une ville où je me sens très bien, Mhm. avec des supporters où je me sens avec qui on est en accord. Pourquoi quitter ça pour aller cirer le banc ailleurs pour toucher finalement la même chose? Je veux bien aller au-dessus, mais aussi il faut que ça suive au niveau statut, au niveau salarial, à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu ne veux pas me dire, OK, on te veut, par exemple, je dis une connerie, on te veut à Liverpool, tu vas commencer quatrième attaquant, tu vas toucher ce que tu touches à l'OM. Ah non, parce que non, pour moi, quitter l'OM pour aller à Liverpool, c'est comme une sorte de progression. Tu vois, c'est ça que je n'ai pas accepté. Et du coup, alors, est-ce que Liverpool, c'est un exemple concret? C'est vraiment ce qui s'est passé? Ou est-ce que C'est tu me vraiment donnes ce un qui s'est exemple? passé. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des clubs en dehors de Liverpool qui avaient le standing, et toi, sois très prudent en me répondant, mais est-ce qu'il y avait des standings supérieurs sur le marché européen que Marseille? À l'époque où je quitte Marseille, Ouais, non. Pas à d'accord. l'époque où je quitte Marseille. Les années avant, l'année d'avant ou même les 2 années avant, oui.
mais pas l'année où je la quitte. Parce que je n'étais pas censé la quitter, en fait. Ouais. Bah, ça, on va y revenir. On va y revenir très Mm. vite. Bon, du coup, à Marseille, tu connais quand même pas mal de coachs. On en a parlé. On a parlé de Jean Fernandez. On a parlé de Guéretz brièvement. Tu as connu Albert Raymond. Tu as connu Didier Deschamps. Quand j'ai eu Bruno Chéreau qui était à ta place, il me disait qu'avec Eric Guéretz, malgré le titre avec Didier Deschamps, c'était son souvenir le plus captivant de l'OM en termes de coach. Toi, tu partages cette analyse-là ou pas? Oui, bien sûr, parce que moi, j'étais surpris de la naviguer, tu vois. Ouais. Je vais dire mieux. La première rencontre qu'il y a eu entre moi et le coach, on s'est embrouillé. Ah ouais? On s'est embrouillé grave. Il arrive, Albert Hamon s'est fait licencier. Ouais. Et c'est pareil, moi, je m'entendais très bien avec Albert. Et pareil, je sais qu'il y a des joueurs dans l'équipe qui ne l'aimaient pas parce qu'il ne jouait pas assez. Et pour être très honnête avec toi, des fois, ils avaient raison parce que des fois, Albert faisait des choix qui étaient plus portés sur le statut Hmm. que par les performances qu'il y avait à l'entraînement. Et ça ne me plaisait pas trop, même si je m'entendais bien avec lui. Pour moi, ce n'est pas la vision que j'ai d'un coaching où c'est pas comme ça que tu fais une équipe. Normalement, une équipe Ouais. doit être constituée par rapport aux performances du joueur et des performances à l'entraînement. Malgré ça, je voulais pas que des joueurs un peu sabotent. Et le fait qu'ils se fassent licencier, j'avais l'impression qu'on en était arrivé là, qu'on avait un peu saboté tout ce qu'il avait fait pour qu'il soit viré, pour truc. Et j'aime pas ça, moi, tu vois. Ouais. J'aime pas, tu vois. J'aime pas que les gens agissent comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de colère envers mes coéquipiers. Pas tous, hein, parce que c'était pas tous qui étaient comme ça, c'était juste une minorité, mais ça suffit pour déstabiliser un groupe, Ouais. tu vois. Et voilà, ça m'avait déçu. Donc, quand Guéret, il arrive, premier entraînement, le matin, premier entraînement, je boycotte, en fait. Je boycotte, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de parler avec lui. Il fait une conservation de balle où il fallait toujours rester en mouvement. Je faisais exprès de marcher, il me dit de courir, je dis je cours pas, parce que celui qui marchait, il fallait qu'il fasse un tour de terrain. Je dis je fais rien du tout. C'est la première fois, en gros, dans ma carrière, que je faisais un peu le rebelle, Ouais. tu vois. Mais c'était pour un peu manifester mon désaccord avec mes coéquipiers. Hmm. En gros, de leur montrer que voilà, ce qui s'était passé avec Albert, c'était pas bien. Même Ouais. si je pouvais être d'accord avec vous sur certains points, je ne suis pas pour qu'on vire un entraîneur. Parce Ouais. que sur le terrain, c'est nous les acteurs. Tu vois, c'est nous qui avons l'animation du jeu, c'est nous qui avons. Voilà, sur le terrain, si on n'y a pas les résultats, les seuls fautifs pour moi, c'est nous. Ouais. Et, et ça, je l'avais mal vécu. Et voilà, il me vire de l'entraînement au bout de 20-30 minutes. Il me dit, barre-toi, on rentre au vestiaire. Je dis, avec plaisir. Je me casse, je vais à la douche, je sors de la douche, je vois Cuperli, son adjoint, Dominique Cuperli. Il me dit, non, le coach, il veut te voir, pars pas comme ça. Je dis, non, mais moi, je m'en fous, je rentre chez moi. Tu vois. Il me dit, non, tu ne rentres pas chez toi, il faut qu'il te parle, non, 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 non. Fais ça pour moi. Non, non. Et comme je l'adorais, tu vois, je l'adorais de fou. Donc, quand il me dit, fais ça pour moi, j'étais obligé de rester. Hmm. Donc, je reste et ils finissent la séance. Et il m'appelle dans son bureau et je lui dis, voilà, c'est rien contre vous, mais voilà, j'avais beaucoup de colère en moi, j'avais beaucoup de déception par rapport au licenciement de Albert, mais c'était rien contre vous, voilà, j'avais pas envie ce matin. Il me dit, ouais, je comprends ton attitude, je comprends ton sentiment, ton ressenti, tout ça. Donc voilà, on va oublier cette matinée, on va repartir du bon pied. Moi, sache que je compte sur toi, que j'ai besoin de toi pour faire des trucs, des résultats cette saison. Donc voilà, on va faire comme si rien ne s'était passé et on repart du bon pied demain matin. Je dis, vas-y, ok, coach. Et voilà. C'est comme ça que s'est fait notre rencontre avec C'est Eric Guedes. incroyable. C'est incroyable parce qu'après, pardon, il y a une histoire d'amour entre vous et en vrai, ça commence Un par un. clash. C'est incroyable. Et l'un des faits marquants de son passage à l'OM, c'est quand il te met toi dans l'axe, enfin, du coup, il te remet dans l'axe parce que quand tu arrives à la base, tu es dans l'axe. Il te remet dans l'axe et il met sur le banc Djibril Cissé. Alors, j'ai eu Djibril avant toi il y a quelques mois, je l'ai eu dans l'émission. Il me racontait qu'il n'avait pas vraiment compris ce passage-là, qu'il était tiraillé parce qu'il y avait le côté personnel où il était frustré parce qu'il n'avait pas d'explication, que du jour au lendemain, il a été mis sur le banc sans vraiment discuter, sans approche de la part du coach, mais qu'en même temps, c'était ces gars qui étaient sur le terrain, notamment toi, que vous étiez proches et qu'il ne va pas espérer une blessure, il ne va pas espérer une méforme de ta part pour reprendre sa place, tu vois. Donc, il était un petit peu tiraillé et c'est comme ça qu'il était parti. Toi, cette période-là, t'es dans l'autre côté.
Donc, tu vois ton pote qui va sur le banc parce qu'on te met dans l'axe. Mais comment tu vis ce moment-là un peu compliqué aussi dans tes chaussures à toi? Ouais, bien sûr, c'était un peu compliqué parce que, comme tu l'as dit, j'étais très proche de Djibril. Donc, moi, dans ma tête, c'était moi, je vais à gauche, Djibril sera dans l'axe. Tu Mhm. vois, c'est vraiment l'attaquant de métier qu'on avait. Ouais. C'est un buteur, Djibril, on peut dire ce qu'il veut. Hein. En forme ou pas en forme, il va toujours te mettre des buts. Et le premier match de Guéret, après son arrivée, c'était quoi? Pas une semaine après son arrivée, son premier match, c'est contre Liverpool en Ligue des Champions. Donc, moi, je me dis quoi? Bon, dans ma tête, je me dis, je vais me préparer à. Déjà, si j'arrive à avoir ma place de titulaire à gauche, c'est très bien, tu vois. Ouais. Donc, je me battais pour ça, moi, à la base, Hmm. pour obtenir une place de titulaire à gauche. Il donne l'équipe, il donne la composition le matin du match. Et nous, on n'avait pas l'habitude de ça. On donnait toujours la, la composition à la causerie D'accord. d'avant-match. Et lui, il nous donne le matin. Faire dès le matin du match, il fait la compo d'équipe et il me met 100 en pointe. J'ai pas compris. Je dis, oh, et Djibril, il est à côté de moi. Genre, putain, Djibril, Liverpool, son ancien club, Ouais. il revenait à Anfield, il avait un cœur de débuter, il avait truc. Ça fait, j'étais partagé entre ma joie de jouer titulaire Ouais. et la déception de voir mon gars Ouais. qui se faisait une joie de revenir jouer à Anfield, être sur le banc. Tu vois, un Ouais, bah, peu. bien sûr. Après, il fallait vite se remettre dans le truc. Mhm. Et en plus, on était tout ensemble, moi, Djibril. Ah, mais ce matin-là, quand on va faire, parce qu'il le dit avant la promenade, pas de distance entre moi et Djibril, mais on n'osait pas se regarder presque. Ouais. Parce que lui, il avait beaucoup de déceptions, chose que je pouvais comprendre. Ouais. Et moi, j'avais beaucoup de gêne. Ouais. Après, Ouais. c'était les choix du coach, il fallait les respecter. Bien sûr. Et puis voilà, tu vois, on est. Bien Et sûr. en fait, moi, ce que j'avais compris de la part du coach, c'est que quand il y avait possibilité d'avoir la possession de jouer, avoir un point offensivement, il me mettait à gauche et il mettait Djibril dans l'axe. Mais quand il avait besoin d'avoir juste un attaquant d'appui pour aller en profondeur, tout ça, j'ai l'impression qu'il me privilégiait à la place de Djibril, quoi. Il jouait avec personne sur les côtés et moi dans l'axe, tu vois. Il Hmm. renforçait son milieu de terrain, on va dire, entre guillemets, et me mettait seul en pointe. Voilà, moi, je suis obligé de jouer. Bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça me gênait des fois, par moments, sur des matchs, ça me gênait par rapport à Dji. Avec Eric Guéret, est-ce que tu as l'impression que c'est l'entraîneur qui t'a fait le plus progresser sur ton passage à l'OM ou pas? Ouais, ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais, parce qu'il m'a beaucoup responsabilisé. En fait, il était proche des joueurs sans l'être aussi. Ouais. Tu vois, comme une barrière entre lui et les joueurs. C'était plus Mhm. Dominique Cuperli qui prenait les séances, tout ça. Mais tu ressentais de l'affection. Il n'avait pas besoin de s'exprimer, il n'avait pas besoin de parler. Juste par des gestes ou par des regards, tu sentais l'affection qu'il avait envers toi. Donc, tu avais envie de tout donner pour lui. Ouais. Tu vois, il avait aussi Gaz qui était fort chez lui. Après les matchs, le lendemain des crassages, il faisait un débriefing. Il faisait un débriefing, mais lui, c'était un débriefing assez spécial, tu vois. C'est-à-dire qu'il partait du joueur qui a été le meilleur pour lui, à ses yeux, Ouais. au celui qui a été le plus nul. Ou si tu étais dans les deux, trois premiers, tu savais que tu allais faire une bonne sieste. Par contre, plus ça défilait, plus ton nom, tu vois que ton nom arrivait vers la fin, là, tu disais, putain, là, tu es dans la merde. T'as déjà Parce que été je peux te dernier ou dire, pas? ouais, j'ai déjà été dernier au moins deux ou trois fois, mais il te D'accord. descend, je te jure que tu ne fais pas la sieste après. Toute l'après-midi, tu penses aux mots qu'il t'a mis dans la tête. Et il a jamais perdu personne, en dehors Et du cas de jamais, Djibril, mais il a jamais perdu personne parce que jamais. justement les mecs étaient derniers. Non, parce que justement, il m'a encensé sur des matchs, mais il m'a descendu devant tout le monde sur d'autres Ouais. matchs. Ouais. Tu vois, c'était pour montrer qu'il n'y a personne qui allait en échapper. Tu vois, Hmm. tu peux être bon, je vais te dire que tu vas être bon, mais tu peux être nul. Crois-moi, je vais te dire que tu vas être nul. Tu vois, D'accord. mais ah, je te jure, des fois, j'avais des fous rires quand c'était pas moi. Hein. Une fois, il m'a même viré d'une causerie, tellement j'ai eu un fou rire. Je crois que c'était attaqué à Djibril, je crois. J'ai eu un fou rire. Moi et Karim Zani nous a viré de la causerie. Pourtant, il D'accord. m'a tué parce que moi, Djibril, on avait été nul ce match-là. Sauf que moi, je suis passé avant-dernier. Donc, il m'a descendu et Djibril est passé dernier. Donc, quand c'est passé à Djibril, j'ai eu un fou rire. Parce que je m'attendais, je dis, déjà, moi, il m'a torturé. Alors, toi, j'imagine même pas, toi. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ouvre la bouche, j'ai éclaté le rire. D'accord. Tu m'as parlé de la déception et ton comportement après le licenciement, le limogeage d'Albert Raymond. Mmh. Est-ce que quand tu apprends le départ, parce que vous l'apprenez en cours de saison, est-ce que toi, tu as la même genre la même déception, la même intensité de déception quand tu apprends le départ d'Eric Guéretz ou pas? Ouais, de fou. De fou, de fou, de fou. Ça m'a limite choqué, tu vois. Limite, tout le monde voulait continuer avec lui dans ce qu'il faisait. Tout le monde, voilà, tout le monde voulait qu'il reste.
Et lui a voulu partir, on n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il se sentait bien à Marseille, il se sentait bien avec le groupe. À mon avis, ça doit être au-dessus ou je ne sais pas où il avait des désaccords, tu vois, parce que je ne vois pas autre chose. Tous les joueurs l'aimaient, tous les Mhm. joueurs le respectaient Mhm. et tous les joueurs avaient envie de se donner à fond pour lui. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui aurait fait qu'il ait envie d'aller le voir ailleurs et voilà si ce n'est pas au-dessus ou si ce n'est pas Ouais. des désaccords avec ce qu'il y a au-dessus, tu vois. Ouais. Bon, derrière, ce qui arrive, c'est différent. C'est pas Eric Guéret, mais c'est pas moins bien. D'accord? Comment Mm. tu apprends et comment tu digères l'arrivée de Didier Deschamps? Tu es enthousiaste? Bah oui, franchement, oui. Il n'y en avait pas beaucoup au début, mais moi, oui. Franchement, oui, j'avais envie déjà de le connaître parce que ça reste comme une Didier Deschamps, hein. C'était le dernier capitaine à avoir gagné la Ligue des Champions avec Marseille. Mhm. C'était le capitaine champion du monde, champion d'Europe. Mhm. Il a été en finale de Champions League avec l'AS Monaco. Mhm. Il a des références quand même. Il est monté avec la Juve de Ligue 2 à Ligue 1. Mhm. Donc, je voulais connaître le personnage, tu vois. Et sincèrement, je n'ai pas été déçu. Pourquoi tu dis il n'y en avait pas beaucoup? Il y avait des récalcitrants à l'arrivée de Deschamps? Ouais, quelques-uns, pas beaucoup, hein. C'était minoritaire, mais ils sont tout de suite, voilà, ils ont tout de suite changé d'avis par rapport à lui. Parce que certes, vous avez le titre, mais en termes de jeu, on est plus sur du pragmatique qui colle à la peau de Didier Deschamps, plus que sur de l'emballement comme on a pu avoir sous Eric Guéret. Est-ce que tu prends autant de plaisir si on enlève le côté titre? Je vais dire, sur la première partie de saison, non. Ouais. Pas plus que ça. Et sur la deuxième partie de saison, énormément. C'est Mais quoi la tellement différence? de plaisir que je voulais même plus que ça s'arrête. Je voulais pas que la saison s'arrête, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent le même sentiment que moi. On avait tellement une bonne ambiance, on avait tellement un bon groupe, on prenait tellement de plaisir même à se retrouver aux entraînements mis au vert. Ah, les mises au vert, elles pouvaient durer 4, 5, 6 jours. On n'en avait rien à foutre. On était tellement bien ensemble Hmm. qu'à la fin de saison, on voulait même pas que ça se termine, en fait. Dans l'épopée de Didier Deschamps, il y a quelque chose que j'arrive pas à estimer l'importance que ça peut jouer dans vos têtes et dans votre vie au quotidien. C'est la guéguerre Deschamps-Anigo. Didier Deschamps, c'est un coach qui t'a apprécié bosser, surtout qui vous a amené le succès. José Anigo, c'est quelqu'un que tu connais depuis un moment maintenant. Est-ce que ça vous met dans une situation, dans une position un petit peu inconfortable au quotidien? Ouais, bien sûr, ça serait mentir de dire que de dire non, c'est sûr. Surtout moi, parce que moi, je ne comprenais pas les désaccords qu'ils avaient. De toute façon, je n'ai même pas cherché à savoir, tu vois. C'était quelque chose qui se passait entre eux deux, mais moi, ça me dérangeait parce que j'appréciais le jeu et j'appréciais le coach. Ouais, Donc, tu sais que voilà, c'est les deux, ils ne s'appréciaient pas vraiment et tu te retrouves entre eux deux et c'est pas cool pour les joueurs, tu vois. ouais. Bon, toi, personnellement, il y a ce titre, tu as tout vécu à l'OM, tu es arrivé sur la pointe des pieds, tu as été capitaine de l'OM, tu as été l'avancante numéro un de l'OM, tu es devenu un leader incontesté, incontestable, tu as le titre. Alors, quand j'ai parlé de ça, tu vois, il y en a un, on va lui faire une petite dédicace, il s'appelle Nicolas Kamsofa, il travaille avec moi chez Oh My Goal. Et je suis allé vers lui un petit peu, tu vois, je lui ai dit, hey, je suis en train de préparer l'interview de Mamad, est-ce que tu peux m'aiguiller? Parce que sur la fin de son séjour à l'OM, j'ai besoin que tu me parles. Et c'est un mec qui est un peu, comment je vais dire pour le qualifier? Il est folklore, tu vois. Il est très, très, très habité par l'émotion quand ça touche l'OM, comme la plupart des fans de l'OM. Et il me dit, tu lui demanderas pourquoi est-ce qu'il s'en va, alors que quand il part, on a une vraie ambition européenne. C'est-à-dire que certes, il a connu le titre, certes, il y a une sensation de cycle un petit peu, de boucle bouclée, tu vois, quand tu t'en vas. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre challenge en restant? Toi, tu es dans quelle disposition et dans quelles conditions ça se fait ce départ? Le départ, il n'était pas prévu, en fait. Le départ, il n'était pas prévu parce que je ne voulais pas partir. Je me sentais, comme je t'ai dit, je me sentais très, très bien à l'OM. J'aurais voulu jouer encore plusieurs années à l'OM, mais le problème, c'est qu'à l'OM, il y avait un président. On s'aimait, enfin, je l'aimais pas. Pas on s'aimait pas parce qu'il connaissait pas, il connaissait aucun joueur, tu vois. Ouais, Il connaissait aucun joueur, c'était Dacier, mais un pitre, tu vois. Je sais pas comment il a fait et comment l'idée elle est même venue de mettre ce type de personne président d'un club comme l'OM. Et ce qui me fait mal le plus, c'est qu'il arrive quand toutes les fondations elles sont mises en place par Pape Diouf et que derrière, c'est lui qui en récolte les fruits. Parce ouais, qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est lui qui a été président champion de France de l'OM, ouais. mais il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. Une fois, il m'a confondu avec Caboret, je l'avais dit dans une interview, il m'a confondu avec Caboret alors que j'étais capitaine quand même de l'équipe. Ouais, c'est Et grave. ça faisait 4 ans que j'étais ici. Tout le Ouais, monde me connaissait au club. Et tu arrives ouais, à confondre mon prénom et mon nom, c'est que vraiment, tu es un inculte, tu vois.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en fin de saison, par rapport aux propositions que j'avais, et par rapport aux propositions même que j'avais refusées l'année d'avant, avec Deschamps, on était convenu comme ça. C'était voilà, que j'ai une petite revalorisation au niveau du salaire, chose que je pense que j'avais mérité après 5 ans à l'OM. Parce Ah, que, parce faut que pas jusque-là, croire. ton salaire, il n'avait pas bougé? Si, il avait évolué, mais j'avais reçu des propositions, par exemple, l'année d'avant qu'on soit champion, qui étaient incroyables, que Ouais, personne n'aurait refusé, que ouais. moi j'ai refusé parce que j'avais eu cette discussion avec Deschamps début de saison, qui voulait absolument que je reste, qui m'avait dit qu'on allait être champion, au moins qu'on allait gagner des titres, etc., etc. Ce qui me fait, voilà, j'avais confiance en lui, donc je me suis dit, je vais rester parce qu'il est tellement sûr de lui, et c'est tellement sûr du groupe qu'il a entre les mains, que voilà, il peut se passer quelque chose cette saison. Donc voilà, par rapport à tout ce que j'avais refusé, j'avais demandé une petite, on va dire, compensation par rapport à ça. Dacier, il dit non, il est trop vieux, on n'a pas d'argent, Dacier, on a ça. Alors que je me dis, attends, trop vieux de quoi? On est champion de France, je finis meilleur buteur, je finis deuxième meilleur passeur du club, je fais 30, 38 matchs. C'est-à-dire que j'ai loupé aucun match dans la saison. C'est-à-dire que je n'ai pas été blessé. Et tu me dis, Ouais. moi, je suis trop vieux. Donc, je ne voyais pas cette volonté de Marseille de me garder ou de me récompenser ou de ci, de ça. De là, OK, j'ai senti que voilà, lui ne me voulait pas, Dacier. Il a voulu me faire croire que c'est Deschamps qui ne me voulait pas, alors qu'il n'y a pas quelque chose que le coach n'a pas fait pour me retenir. Mais comme tu as dit, il y avait cette petite guéguerre aussi avec le coach et la direction. Donc voilà, lui, il était là, il se battait pour me retenir au-dessus. Pas trop. Mais j'ai senti que voilà, ce que j'avais fait, ça n'avait pas trop compté pour eux, à mon avis, tu vois. Ça avait plus d'impact auprès du coach, mais pas auprès d'eux. Donc je dis, vas-y, bah, je pars. Alors si c'est comme ça, je pars, il n'y a pas de souci. Et je suis parti. Et derrière, on me dit qu'ils n'ont pas d'argent, même si je suis content pour eux, parce que Dédé, c'est mon frérot. Tu vois, Dédé Gignac, c'est mon frérot. Loïc aussi, tu vois. Mais derrière, j'apprends qu'ils achètent Dédé 18 millions d'euros. Derrière, ils achètent Mekrémi 15 millions d'euros. Et derrière, moi, ce que j'ai demandé, qu'ils m'ont refusé, ils le donnent à Dédé. Donc, tu comprends que je puisse être vexé parce que moi, j'avais prouvé. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai demandé, tu ne me le donnes pas parce que sous prétexte que je ne sais pas quoi. Et derrière, tu le donnes à quelqu'un qui vient de signer. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de déception par rapport à ça, même si, comme je l'ai dit, je le répète, hein, pas que les gens se trompent. J'étais grave content pour Dédé parce que c'est mon frérot. Ouais, bien Je sûr. sais que Marseille, c'était son club de cœur et ça l'est toujours d'ailleurs. Et Loïc aussi. Loïc, j'étais content pour lui. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas Voilà. l'autre. D'accord. Bon, on va parler un petit peu de tes débuts parce que le Mamad d'aujourd'hui, le Mamadou Niang d'aujourd'hui, c'est important. Mais le Mamadou Niang d'hier, il y a pas mal Ouais. de choses dont il faut qu'on parle parce qu'il faut qu'on éclaircisse deux, trois sujets. Et au début, Allez, je on t'écoute. va, on va prendre les choses dans l'ordre. On va parler des débuts parce que j'ai cherché, avant de te recevoir, j'ai recherché, j'ai essayé de bosser un peu, tu vois. Et je suis tombé sur pas mal de petites anecdotes, pas mal de phrases de ta part qui m'ont interpellé. Alors, j'aimerais bien qu'on Ouais. parle un peu de ton enfance. Dans le cadre dans lequel tu as grandi, j'aime bien faire ça dans cette émission. À quel moment ça devient sérieux? Tu sais, le foot où ça devient plus qu'un amusement, ça devient un peu une ambition. Bah, écoute, au début, pour moi, franchement, très honnêtement, c'était pas du sérieux. Parce que j'ai toujours pris ça comme un jeu. Mhm. Et c'est plus les gens extérieurs qui me faisaient comprendre que j'étais bon à ça. Il fallait par exemple, je signe au HAC. Au HAC, c'est le Athletic Club, tu vois, qui était le club phare de la ville. Et bon, moi, après, je prenais ça à la légère, tu vois, jusqu'au jour où un autre mec, un grand, je ne vais pas dire un grand, parce qu'il a quoi, 2 ans de plus que moi, vient sonner chez mes parents, demandant de venir faire un essai. Moi, j'avais refusé, c'était un mercredi, tu vois, j'avais refusé parce que voilà, j'étais fatigué, je voulais profiter de mon mercredi. Et il avait tellement insisté que voilà, pour qu'il me lâche un peu la grappe, j'avais accepté d'aller avec lui à cet essai. Ils m'ont pris de suite, c'était une surprise parce que j'étais parti comme ça, toi, Mhm. sur un coup de tête. Et puis voilà, ça se fait comme ça et j'ai signé au Havre. Toi, tu me dis que du coup, tu as été repéré par Le Havre. Et vu que Le Havre, c'est quand même une des villes foot où on forme des talents assez régulièrement, c'est quand même une des traditions de ce coin-là. Tu n'as pas eu besoin de t'éloigner comme beaucoup de jeunes joueurs ont besoin de partir en centre de formation à travers la France et de quitter leur famille. Donc toi, la grosse difficulté que tu rencontres dans ton apprentissage du foot de haut niveau, c'est quoi? Tu sais, j'étais quelqu'un de très timide, j'avais honte et des fois, j'allais aux entraînements, mais il n'y avait pas de bus pour rentrer. J'avais honte de demander à un parent de me ramener. Donc, l'entraînement, il finissait à 20h30, 20h, il n'y avait plus de bus. Je suis rentré chez moi à pied, c'était très loin. Je mettais par moment 3 heures à pied pour rentrer chez moi. J'arrivais chez moi, il était
presque minuit. Il fallait que je me lève le matin pour aller à l'école. C'était très compliqué. C'est pour ça que je loupais beaucoup de séances d'entraînement, tu vois. Et malgré les séances d'entraînement que tu rates, on te remet pas, on te remet pas un petit peu les pendules à l'heure. On ne te dit pas que ça va être compliqué pour toi de continuer si tu rates autant d'entraînement. Non, parce que le fait que je loupe beaucoup d'entraînement, ça me faisait jouer, au lieu de jouer en nationaux, je jouais en DH. Ouais. Donc, l'entraîneur de U17 nationaux, Carlos Lopez, m'avait convoqué avec Abdel Jadaoui pour me demander, en fait, pourquoi je loupais tant d'entraînement. Et moi, je leur avais expliqué que bon, mes parents ils avaient des difficultés un peu financières et que je voulais pas leur demander d'en faire plus pour m'acheter des tickets de bus ou des abonnements de bus, de transport, je sais pas quoi. Donc, de là, ils ont décidé de me mettre directement au centre de formation, de vivre au centre de formation, Mhm. pour faire tous les entraînements et d'aller à l'école avec les gens du centre de formation. C'est pour ça qu'après, j'ai quitté ma famille qui habitait à 30 minutes de chez moi en bus, mais D'accord. je vivais quotidiennement au centre de formation. Bon, j'ai une question à te poser qui est un peu personnelle parce que j'ai cru le voir pendant mes recherches. Il me semble qu'à un moment, tu as besoin de couper. Tu as besoin de prendre du recul sur le foot. Est-ce que c'est avéré ça ou est-ce que c'est une rumeur que je trouve sur Internet? Non, 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 c'est tout à fait avéré, mais il y a une raison à tout ça, tu vois. Il y a une raison à tout ça. La raison, c'est que je me fais virer du Havre D'accord? pour des raisons qui m'ont touché, qui m'ont blessé. Parce qu'un jour, il y avait eu un cambriolage au sein du centre de formation Mhm. et ils n'ont même pas cherché à comprendre, ils m'ont mis tout de suite dedans, tu vois. Ah, À l'époque, après, ils t'ont accusé d'être l'auteur du cambriolage. ils m'ont accusé du cambriolage, bien sûr. Ils m'ont accusé, enfin, ils m'ont accusé en disant que je faisais partie des gens sous prétexte que j'étais l'un des seuls du centre de formation qui était issu d'un quartier qui était pas loin, que D'accord. automatiquement il fallait que j'avais quelque chose à voir dedans, tu vois. Et ça a été très compliqué pour moi hein, parce que ça a été violent parce que déjà moi je me rappelle de ce jour-là, je descends de ma chambre et je vois plein de monde, ça s'agitait en bas, je descends pour déjeuner. Et j'apprends en même temps que tout le monde qu'il y a eu un cambriolage. Donc voilà, moi surpris pareil que tout le monde, tu vois. Puis je vais à l'école. Je fais ma première heure de cours de 8h à 9h. Et en sortant de cours à 9h, je vois l'entraîneur qui vient accompagné de deux policiers, tu vois. Et bah, ils viennent me récupérer. Mon entraîneur vient me voir en me disant, viens, il faut qu'on discute. Et il me sort des cours, il m'emmène directement au centre. Il me met dans un vestiaire. Et puis là, je vois des flics arriver, tout ça, machin. À partir de tout ça, ils me mettent directement en garde à vue Sans t'expliquer ce qui se passe. pas m'expliquer ce qui se passait. Mais bon, moi, je savais que c'était en rapport avec ça, tu vois. Donc, les gens en garde à vue, je m'explique avec eux. Je demande qu'on appelle mes parents. Au bout d'un moment, donc je sors, il est le soir. Je retourne au centre. Ils ne m'acceptent pas au centre parce qu'ils me disent que voilà, je dois prendre mes affaires et partir. Mais il était tard le soir. Je leur disais que bon, je vais prendre mes affaires demain et j'allais partir, tu vois. Mais je ne pouvais pas repartir à cette heure-ci parce que voilà, je ne sais pas comment rentrer, Hmm. etc. Donc, beaucoup de disputes. Après, au final, je reste quand même la nuit. Le lendemain matin, mes parents, enfin, ma mère vient me récupérer. Grosse dispute au centre de formation avec le directeur du centre qui était Jean-Pierre Louvel à l'époque. Et voilà, suite à ça, voilà, je quitte le Havre. Mais beaucoup d'amertume, beaucoup de déception, beaucoup de colère. Et voilà, je décide voilà, de faire vraiment une pause pendant un an. De manière générale, être accusé de ce genre de choses, pour des parents africains, quand ils entendent que leur enfant est accusé de ça, ça se passe mal. Comment tes parents ils réagissent, toi? Non, ma mère, elle savait, tu vois. Ben, de toute façon, j'étais habitué un peu parce qu'il y avait plein de choses comme ça un peu qui se passaient au centre de formation. Il ne faut pas croire, hein, à l'époque, au centre de formation, c'était compliqué pour les joueurs de couleur. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je Ouais. le dis souvent, faut pas avoir peur de le dire. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était soit l'Africain, soit genre étranger. C'était tout le temps comme ça. Moi, je me rappelle une fois en cours, il y avait eu un bordel monstre où la prof d'anglais elle était revenue au centre de formation pour voir le directeur du centre et expliquer tout ce qui s'était passé. Mhm. Et il y avait plusieurs joueurs qui avaient participé à tout ça. Mais moi, j'étais largement en dehors de tout ça. Mais quand je suis arrivé au centre, moi, j'avais fini un peu tard, tu vois. Et quand j'arrive au centre, je vois mon nom inscrit sur une liste des joueurs exclus pendant une semaine. Je ne comprends pas. Au même moment, je vois la prof d'anglais descendre les escaliers et je lui demande, madame, je dis, je ne comprends pas. Je vois mon nom inscrit sur une liste de joueurs exclus pendant une semaine, alors que j'ai rien fait, il ne s'est rien passé dans votre cours, tu vois. Et elle me dit, non, non, je ne comprends pas, comment ça, il y a ton nom et tout. Je dis, bah oui, regardez, c'est marqué là, sur le tableau. Elle me dit, ah, non, 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 attends, suis-moi et tout ça. Donc, elle m'emmène chez Louvel, elle tape dans le bureau, elle rentre, elle dit, écoutez, je ne comprends pas, à aucun moment, Fumio
à perturber mon cours. Il a rien fait. Il est hors de tout. Il dit, ah bon, bah, je ne savais pas. Écoutez, j'ai enlevé son nom et tout. Et moi, j'étais surpris. Je dis, mais déjà, si elle n'a pas cité mon nom, pourquoi tu mets mon nom? Mhm. Tu vois? Ouais. Mais encore une fois, j'ai rien dit. J'ai laissé tout ça, machin. Ouais. Et voilà. Mais en fait, on est habitué à ça. Bon, on en revient à ton parcours. Et du coup, tu n'es plus au Havre. Tu prends un petit moment pour toi pour digérer tout ça et réfléchir un petit peu à distance. Comment tu reprends contact avec le foot? Comment ça se fait? Bon, en fait, c'est pas moi qui reprends contact avec le foot, c'est le foot qui reprend contact avec moi, en fait. J'étais tranquille chez mes parents et un jour, Carlos Lopez, qui était entraîneur à l'époque des 17 nationaux, comme je t'ai dit, quand j'étais en première année 17, Mhm. mais qui avait quitté en fait par la suite et qui avait rejoint le 3 en tant qu'adjoint des pros. Et l'année d'après, il était devenu responsable du centre de formation. Donc, il entraînait la réserve pro. Et il appelle chez moi, c'est ma mère qui décroche, et il demande à me parler. Et ma mère me passe le téléphone, je dis bonjour et tout. Il me dit, ah, bonjour, c'est Carlos et tout ça, machin, Carlos Lopez. Nanani. Et on parle, et il me pose une question. Il me dit, écoute, je vais te poser une question une fois. Je veux que tu sois honnête avec moi, parce que je ne te la poserai pas une deuxième fois. Je voulais savoir si tu avais à voir de près ou de loin avec l'histoire qui s'était passée, tu vois. Mhm. Je dis, écoute, très honnêtement, non. Il me dit, OK, je te crois. Il me dit, j'aurai quelque chose à te proposer, il faudrait que tu viennes me voir à Troyes. Et moi, je ne savais pas c'était où Troyes à l'époque. Moi, à part Le Havre, à la limite Paris, tu vois, je ne connaissais Ouais. pas les autres villes, tu vois. J'ai essayé de venir, j'ai essayé de voir comment m'organiser pour venir te voir à Troyes et puis discuter. Et j'en avais parlé à l'époque, il y avait un grand de mon quartier qui s'occupait de moi, qui s'appelait Fawzi Chitoui, qui s'occupait de moi un peu pour pas que je sorte, on va dire, entre guillemets, du droit chemin. Et j'en avais parlé, il m'a dit, écoute, viens demain, on prend le train. J'ai commencé à demain, il me dit demain, on prend le train. Donc il prend les billets, tout ça, il vient me chercher chez moi, il m'emmène à Troyes. Et de là, on rencontre Carlos. Et eux, ils avaient entraînement, il me dit bah, je veux que tu t'entraînes. Et je lui dis, bah non, je n'ai pas amené de vêtements, je n'ai pas amené de crampons, rien, je suis venu discuter avec toi, tu vois. Il me dit, ah non, non, tu vas t'entraîner. Je vais te trouver des crampons, je vais te trouver des vêtements, mais tu vas t'entraîner. Et je me suis entraîné avec lui, tu vois. Mais nul. J'avais été nul, mais catastrophique physiquement, techniquement, tactiquement. Tu sais, j'avais pas l'impression. J'ai dit, j'ai oublié tout en fait. Mais il ne retient pas ça. Et lui, il a vu quelque chose d'autre, tu vois. Et de là, il me dit, bah écoute, j'aurais quelque chose à te proposer. J'ai envie que tu viennes jouer dans un club amateur à côté de la ville de Troyes qui s'appelle Saint-André-les-Vergers, qui Mhm. sont en DHR pendant un an et que tu te mettes à travailler, pardon. Que tu me prouves que tu as envie de réussir dans la vie, que tu as envie de travailler, tout ça, machin. Je dis, attends, il y a des clubs de DH dans ma ville. Pourquoi tu veux que je vienne jusqu'à 3 Mhm. pour jouer en DHR? Il me dit, non, je veux que tu me montres que tu as envie de réussir. Franchement, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud du tout. Je dis, attends, quitter Le Havre, quitter Coquery, ma famille, pour venir jouer dans un club de DHR, Mhm. voilà, ça ne le fait pas, tu vois. C'est soit tu veux me prendre, tu me prends tout de suite, soit tu ne me prends pas, et puis on n'en parle plus, tu vois. Et à ce fameux Fawzi Chitoui, sur le retour, dans le train, qui me parle, qui me dit, écoute, tu vas y aller, tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas venir travailler. Et il arrive à me convaincre. Et c'est comme ça que voilà, je reviens dans... Comme ça, après, il y a une suite, tu vois, parce que pendant un an, j'ai dû jouer à Saint-André-les-Vergers, j'ai dû travailler comme magasinier dans un magasin qui s'appelle Intermarché. Et ça a été un an difficile, tu vois, se lever à 3-4 heures du matin, aller mettre en rayon, le soir avoir entraînement à 20 heures dans le froid, en DHR, tu vois, c'est pas les mêmes conditions, en fait, Ouais. c'était... Mais franchement, ça reste quand même, dans ce club-là, Saint-André-les-Vergers, ça me reste mes meilleurs souvenirs de footballeur. C'est incroyable. L'histoire avant d'arriver dans un club pro, elle est incroyable. Bon, je suis obligé de faire un bond dans le temps. Parce que si je me laisse aller, là, on fait chaque saison après saison. Là, on, Et a, on en a pour on deux en a heures. pour jusqu'à demain après-midi. Bon, je vais parler de ta sélection parce que la sélection, c'est quand même un truc, c'est quand même un sujet très important, une partie de ta carrière et de ta vie qui est très importante. Il y a eu des débats autour de ton passage en sélection. Pour remettre les choses dans leur contexte, bravo monsieur, 59 matchs, 20 buts, si je ne dis pas de bêtises. On est dans un ratio impressionnant. Les 59 sélections, il faut aller les chercher. Bravo monsieur. Est-ce que Merci. tu aurais aimé, est-ce que tu aurais aimé plus de sélections? Est-ce que tu penses qu'il y avait la place pour faire plus? Bien sûr, elle veut la place largement pour faire plus, mais il y a eu des périodes où j'étais en désaccord Ouais. avec certains sélectionneurs, ce qui m'a fait louper pas mal de sélections, ce Mhm. qui m'a fait louper pas mal de qualifications, notamment celle en 2010 où ils sont éliminés et je n'ai pas fait les qualifications de la CAN. Donc voilà, bien sûr, il y avait largement la place pour en faire plus, mais bon, après, c'est comme ça, on ne va pas changer ce
qui s'est passé, tu vois. Mais justement, on a parlé en amont, on a parlé du fait que le Sénégal soit sacré de la dernière CAN, mais est-ce que tu peux me parler maintenant qu'il y a eu du temps, maintenant que les choses sont un peu digérées et qu'on est en plus dans une période très positive pour le Sénégal dans le monde du foot, c'est plus facile, tu vois, d'aborder certains sujets. Est-ce que tu es OK pour me parler un petit peu du contexte, du pourquoi, du comment tu décides de prendre autant de distance avec la sélection? Bah, dans un premier temps, je prends ma distance, je pense que c'était à partir de 2008. C'est pas pour cracher sur la sélection, tu vois, pas du tout, loin de là. Mais on avait des conditions, même notamment à la CAN, quand on est parti à la CAN au Ghana, où c'était compliqué, tu vois, c'était compliqué. Là, j'ai pas trop envie d'en parler. J'en parlerai peut-être un jour où les gens ils ont besoin de savoir les choses aussi, tu vois. Bah oui, c'est Mais pour ça, c'était des quand j'ai conditions. dit que je t'avais, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, il faut vraiment que tu nous dises un peu ce qui s'est passé. Ouais, non, c'était des conditions très, très, très compliquées. Où on est parti au Ghana avec, voilà, c'était. Et derrière, il s'est passé ce qui s'est passé avec l'entraîneur qui quitte le navire en pleine qualif, qui nous abandonne, on se retrouve livré à nous-mêmes. Tu sais, après, toi, tu connais les sélections africaines, tu te dis, Mhm. bon, tu vas là-bas. À l'époque, moi, je dis bien à l'époque parce que ça a vachement évolué, tu vois. Ouais. J'ai vu notamment la dernière CAN, j'ai assisté pendant un mois avec l'équipe du Sénégal où j'ai vu que, voilà, ils avaient fait vachement de progrès par rapport à ça. Mais nous, à l'époque, c'est sûr que quand tu allais en sélection, tu savais que tu n'allais pas en équipe de France ou en équipe européenne, on va dire. Mais tu savais que tu allais en Afrique où il faut prendre sur toi par moment, il faut t'adapter, il faut t'habituer. Et c'est comme ça. Mais nous, on le sait, il n'y a pas de souci. On le fait avec grand plaisir, mais il y a des moments où c'est trop. Un sportif de haut niveau ou un athlète a besoin d'une certaine qualité de vie pour pouvoir récupérer, pour pouvoir se reposer, pour avoir des performances qui sont optimales le jour du match. On Ouais. n'avait pas tout ça. Tu vois, D'accord. on n'avait pas tout ça. Moi, tu donnes un exemple. Au Ghana, limite, je dormais dans un lit de camp. Presque un mois et demi, tu vois. Un mois, on va dire. Pas un mois et demi, un mois. Donc, au niveau récupération, c'était pas ça. J'avais mal au dos, j'avais des trucs. Là, on était, il y avait, c'était une auberge. C'était même pas un hôtel. C'était dans un village. Tu captais pas, tu n'avais pas de réseau. Donc, pour avoir des nouvelles de tes proches, c'était pas évident. C'était la bagarre. Mais ça, c'était des problèmes, entre guillemets, pas. Voilà, on s'adapte encore par rapport à tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on le fait avec grand plaisir. Mais par moment, c'était trop. Et ça, à un moment donné, il fallait que je dise stop. Il fallait que je dise stop pour essayer de faire bouger les choses aussi. Parce que c'était pas, ça ne concernait pas que moi. Parce que moi, j'arrivais à un certain âge. En 2008, je devais avoir 28 ans ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pour les générations futures, c'est pour les générations à venir. Il fallait que les choses évoluent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que voilà, j'avais décidé de mettre entre parenthèses la sélection. Pour revenir après en 2010, je suis revenu en 2010 quand ils n'ont pas été qualifiés pour la CAN 2010. Je suis revenu avec Amara Traoré. Mhm. Et voilà, après, ça se passait beaucoup mieux. Mais on voyait qu'on avait déjà évolué, progressé. Mais voilà, il fallait passer par là. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question ensuite. C'était quand tu vois la victoire du Sénégal et l'avancée dont tu parles en termes d'orga, en termes de logistique aujourd'hui de la sélection que tu as pu suivre pendant un mois, tu te dis que cette prise de position, elle était nécessaire pour que les choses avancent, pour que les choses changent. Ça aurait été plus compliqué. Non, ça en fait partie, bien évidemment. Mais au-delà de ça, la différence aussi, c'est pas que ça. La différence, avec l'équipe du Sénégal, c'est qu'ils ont un groupe qui est extraordinaire. Ils ont un Ouais. groupe de jeunes qui est magnifique. Je le disais la dernière fois à la télé sénégalaise. Euh, y a, tu vois rien dans les journaux. Tu vas pas entendre, il y a un petit qui a fait ci, ou un autre petit qui est sorti là, ou un autre petit qui a fait ce problème-là. C'est un groupe qui est magnifique. Il n'y a aucun problème, il y a zéro problème avec ces mecs-là. Et on peut dire ce qu'on veut, on a une génération qui est incroyable. Moi, je l'ai dit, depuis 2002, s'il y a bien une génération qui méritait de gagner quelque chose, ou cette fameuse Coupe d'Afrique, c'est bien celle-là. Ouais. C'est bien celle-là, parce que ça aurait été dommage de ne pas avoir cette génération gagner quelque chose. Mm. Ils ont été très proches en 2019 en perdant contre l'Algérie, mais parce que l'Algérie méritait sa finale, parce qu'il faut cette coupe, parce qu'il faut une grande compétition, même Ouais. sur la finale, on a été meilleur. Mais c'est un groupe qui méritait de gagner. Et ce groupe-là, il est sain. Ce groupe-là, il est de qualité. Ils travaillent bien tous ensemble. Sur chaque ligne, on a pratiquement les meilleurs joueurs d'Afrique. Voilà, on ne pouvait que gagner cette CAN. Bon, Mamad, merci beaucoup. Merci à toi, Colin. Ça va, t'as passé un bon moment? Très bon moment. C'est vrai? Franchement, super top et très bonne question à chaque fois. C'est cool. Bon, bah, je te remercie. Merci parce que je sais que tu es occupé et je devais t'avoir une heure. Je t'ai gardé 1h30 facile.
Il n'y a pas de souci. Donc, Bah, merci. on n'a pas vu le temps passer aussi, c'est ça le problème. Ouais, bah, en général, c'est un peu ça, tu vois, quand on parle de foot Ouais. et tout, on prend du plaisir. Bon, Ouais, merci en c'est tout cas, clair. prends soin de toi, félicitations encore pour la Merci à qualif. toi, bonne continuation, bon courage et Merci. puis voilà, au plaisir de te rencontrer. Avec plaisir, prends soin de toi, Ça ciao. marche?